Hello et bienvenue sur cette nouvelle interview de Créatif. Aujourd'hui, je suis avec Roxane qui est photographe et on va pouvoir parler un petit peu d'elle, son parcours, comment ça se passe aujourd'hui pour elle dans sa vie d'indépendante pour que l'on puisse découvrir vraiment qui elle est en tant que créative. Bonjour Roxane. Bonjour. Ça va ? Ça va et toi ? Ouais, très bien. Très contente de t'avoir ici avec moi. Enfin ici, on est chez toi. Oui. Donc je suis très contente que tu m'aies invitée chez toi pour qu'on puisse parler un petit peu de ton parcours, de toi, et qu'on puisse un petit peu entrer dans ton univers. Alors, tu es photographe, mais pas que. Oui. Du coup, tu vas pouvoir un petit peu te présenter comme tu as envie de te présenter pour que tu puisses nous dire un petit peu d'où tu viens, donc par quoi tu as commencé ton parcours de créatif et ce que tu fais aujourd'hui. Ok. Alors, je suis photographe depuis 3 ans maintenant, vraiment à mon compte. Après, un appareil photo, je pense que j'en ai toujours eu un en main. Mais ça fait 10 ans que j'apprends la photo, 3 ans que j'en vis et 7 ans que je suis sur les réseaux sociaux. Donc, en fait, je baigne un peu dans le métier de l'image depuis 7 ans. Très longtemps. Et j'ai toujours aimé ça. Et vraiment, ça vient de ma passion pour la mode, les magazines, les fashion week. Enfin, vraiment tout cet aspect-là qui m'a donné envie d'aller vers les métiers de l'image pure et dure, comme la photographie. Mais à la base, moi, j'étais acheteuse industrielle, donc j'ai fait des études de management, ce qui est génial quand t'es auto-entrepreneur, parce que du coup, t'as les bases pour monter ton entreprise et la gérer. Mais je me plaisais pas du tout dans les achats industriels, j'avais vraiment besoin de créativité dans mon quotidien, et c'est comme ça que tout s'est mis en place au fur et à mesure des années, sans vraiment que je le provoque de base. Parce que du coup, tu étais acheteuse industrielle, mais comment tu as fait à quel moment, en fait, tu t'es dit, je vais changer, je vais me mettre dans les métiers de la mode. D'abord, tu as commencé par un blog. Oui, donc, c'est ça. Avant de passer le cap, de changer de métier, j'imagine que tu as commencé plutôt sur les réseaux sociaux, un peu à tâter le terrain. Exactement. Moi, j'ai vraiment un parcours assez atypique, finalement, comme beaucoup de créatifs, j'ai l'impression. Mais moi, j'étais du coup dans les achats industriels, dans le management. Je commençais ma carrière. J'avais 25 ans, j'étais au début. J'étais très impliquée. Comme toujours, en fait, je suis vraiment très travailleuse. Mais j'ai eu des petits soucis de santé. Je suis épileptique, c'est pas du tout tabou pour moi. Mais du coup, ça m'a un petit peu, on va dire, remis les choses en place parce que j'ai fait une crise d'épilepsie au travail. Et je me suis dit, ok, peut-être que je suis allée trop loin, je travaille trop. Et peut-être qu'il faut que je prenne un petit peu de recul sur tout ça, sur ma carrière, sur ses ambitions, etc. Et donc, c'est comme ça que je me suis retrouvée, finalement, toute seule chez moi, en arrêt maladie, à me dire qu'est-ce que je fais maintenant ? Voilà, qu'est-ce que je veux pour la suite, exactement. Et donc, c'est comme ça que ça s'est mis en place. J'ai participé à une réunion bijoux. Vraiment, c'est atypique. Une réunion bijoux de vente à domicile. Je me suis dit, ah, c'est cool, ils sont beaux ces bijoux. Enfin voilà, c'est venu comme ça et je me suis dit, tiens, pourquoi pas ? En attendant de savoir ce que je veux faire, tiens, moi aussi, je vais vendre des bijoux. Donc je me suis lancée dans cette activité. Ça m'a donné toutes les clés. En fait, c'est le système de VDI, vente à domicile indépendant. Ça m'a donné toutes les clés parce que j'étais accompagnée, c'était une structure américaine, pour monter mon business, parce que c'était quand même mon business, j'avais mes commissions dessus, etc. Et c'est comme ça que je me suis intéressée aux réseaux sociaux, parce que j'avais besoin de visibilité pour tout ça, de développer mon réseau. J'avais besoin de mettre mon site quelque part, mon e-shop quelque part. Donc j'ai créé mon blog en disant, à chaque fois que je porte un bijou, je mettais le petit lien. Et en fait, ça s'est fait comme ça. Au tout début, donc il y a 7 ans, 2016, c'est ça, je compte bien. Je t'imagine bien en plus dire, faut que je donne envie, du coup les petits boucles d'oreilles, je les porte, je me fais une tenue avec et je prends une photo. Et voilà, et mon chéri était photographe à côté, en fait, amateur, on va dire, il professionnalisait pas son activité, donc c'est lui qui me prenait en photo et qui m'a appris les bases de la photographie, et puis après, les réseaux sociaux, je me suis vraiment impliquée à fond dedans, je suis vraiment tombée dedans, et donc le blog, j'écrivais 2 à 3 articles par semaine, enfin j'étais à fond, vraiment très hyper active. Les réseaux sociaux, Instagram surtout à l'époque, c'était ça, il y avait même Snap déjà aussi. Et c'est comme ça que tout a commencé. Et après, au fur et à mesure du temps, j'ai essayé plusieurs casquettes. Donc, j'ai fait cette vente à domicile pendant 1 an et demi. Mais en fait, j'ai organisé beaucoup d'événements, des défilés, des choses comme ça. Pareil, je faisais beaucoup de photos de mes copines avec mes bijoux. Enfin, tu vois, il y avait vraiment ce truc-là. Et après, petit à petit, ça s'est mis en place tout seul. Et la photographie est devenue au centre de tout. Et donc, je me suis dit, allez, go, lance-toi et deviens photographe. C'est toujours un peu difficile de dire, ça y est, je suis photographe et je vais en faire mon métier. Mais c'est
c'est une belle décision que j'ai prise à ce moment-là, en tout cas. Mais surtout quand tu sors pas de formation, c'est vraiment pas une solution, mais quelque chose qui est venu sur le tas, au fil de l'eau, en disant, je fais tellement de photos, est-ce que finalement je suis pas un petit peu photographe ? Je suis en train de me professionnalisé. Bon, c'est parti les gars, et on en a proposé. Mais t'as pas proposé tout de suite des prestations photographiques ? Non. Au début, j'étais plus dans le community management, social media management, un peu de relations influenceurs, comme je baignais là-dedans. La création de contenu, de toute façon, ça faisait partie de mon quotidien. Donc au début, on était venu un peu me chercher pour ça. Donc j'ai accompagné des restaurants, des marques de mode, etc. Et en fait, après, il y a eu la période de confinement. Donc, je commençais déjà à réfléchir à la suite, à la photographie. Ça commençait déjà à être dans mes projets. Mais du coup, tout s'est arrêté au bon moment pour moi. Parce que pendant, 2 mois, j'ai fait des autoportraits chez moi. J'ai lancé le challenge shooting confiné. Donc, mes abonnés étaient à fond. Elles faisaient aussi des photos de leur côté. On regardait à la fin de la journée les photos, etc. Et en fait, il y a des marques qui ont commencé à me dire, tiens, mes bijoux, j'aimerais bien que tu fasses la même chose. Et du coup, elles m'envoyaient leurs produits pendant le confinement. Et je faisais des autoportraits créatifs. Et c'est comme ça que vraiment, je me suis dit, OK, go, il y a quelque chose à faire. Je me lance et je suis vraiment photographe et j'ai pas le syndrome de l'imposteur et j'y vais. C'est génial. Mais du coup, t'avais déjà une communauté à ce moment-là que t'avais construite déjà depuis les 7 ans. C'est ça. Ça faisait 4 ans. Ouais, j'avais déjà une communauté et surtout ma communauté a grandi pendant le confinement. J'ai gagné pas mal d'abonnés justement grâce à ce challenge. Et donc c'était tout bénef pour moi. Je me lançais au bon moment parce qu'il y avait cette effervescence autour justement de ma direction artistique de la photographie. Et donc pour moi c'était c'était pas facile parce que c'est jamais facile, mais en tout cas c'était facilité parce que j'avais cette visibilité là et du coup je renvoyais vers mon autre page donc de la Rockstyle. Exactement, de la Rockstyle on est passé à Roxane de Almeida et donc j'ai commencé à renvoyer les clients qui me contactaient même côté la Rox pour dire oui mais je suis aussi photographe. Moi sur mon kit média il y a mon portfolio par exemple. Tu vois, j'essaye toujours de créer le lien entre les deux. Quand on vient me chercher d'un côté il y a l'autre côté. Donc ça c'est vraiment la double activité qui... Mais ça n'a pas dû être facile de faire la transition parce que tout le monde te connaissait en tant qu'influenceuse. Et d'un coup, tu proposes des prestations photographiques. Donc, je ne sais pas comment ça s'est passé, comment les gens l'ont reçu parce que tu proposes aussi bien pour des business, donc B2B, que pour des clients particuliers. Comment ça s'est passé quand tu as commencé à annoncer sur ton Instagram d'influenceuse que tu proposais des prestations photos ? Ça a été plutôt bien reçu ? Tu as eu des commandes ? Ça a été assez bien reçu, mais moi qui n'aime pas démarcher, j'avais besoin de créer des projets pour attirer les clients. Et donc j'ai créé à ce moment-là le roman photo. Je suis très projet moi en fait, donc à chaque fois après les shootings confinés, le roman photo. On va partir en voyage avec des modèles et si vous voulez des photos, envoyez-moi vos produits et on va les shooter dans des champs de lavande, au bord de la mer, à la montagne. Et du coup, c'est comme ça que j'ai crédibilisé mon activité parce que je suis tout de suite venue avec un projet clé en main et donc les marques m'ont fait confiance comme ça. Et après, ces marques-là, j'en ai plusieurs qui ont continué de me commander des shootings pour leur lookbook, vraiment pas que pour ce projet-là. Et donc c'est comme ça que j'ai crédibilisé ma casquette de photographe parce que je venais déjà avec quelque chose. J'arrivais pas juste en disant voilà, je suis photographe, réservez-moi quelque chose. Je viens toujours avec des projets pour donner envie, susciter l'intérêt et après je monte mon professionnalisme et ça se fait tout seul. Du moment que je crois qu'on est vraiment professionnel du début à la fin, les choses on n'a plus besoin de les prouver, ça se fait et donc j'étais crédible parce que j'étais déjà entrepreneuse, mais derrière il y avait plus qu'à décrocher les bons clients au bon moment, quoi. C'est ça. Mais c'est hyper intéressant parce que moi, c'est ce que je dis. Je dis toujours la même chose à mes élèves. Ayez des offres un peu plus spécifiques et après du sur-mesure que vous pouvez proposer aux clients pour aller plus loin. Mais voilà, là, tu t'es dit, le projet, les portraits, ça a plus parlé à des particuliers et les romans photos, plus à des marques. Exactement. Au final. Exactement. Donc ça t'a permis de toucher en plus des clientèles différentes. Différentes, dès le début. Donc ça, c'est hyper intéressant parce que la plupart des gens, d'habitude, ne veulent pas non plus se spécialiser qu'avec un seul type de client. Puis c'est pas du tout les mêmes budgets aussi. Ouais, exactement, c'est pas du tout pareil. Et ça se construit différemment, on communique dessus différemment. Et il faut pas aussi que les marques, souvent, moi j'ai eu des plus petits créateurs, s'imaginent que les prix qu'on fait pour les particuliers, ce sont les mêmes pour eux. Donc il y a aussi la déconstruction tout le temps des tarifs, expliquer pourquoi ça va être moins élevé pour un particulier que pour un professionnel. Les petites marques, les petits créateurs vont souvent se confondre là-dedans. Donc il y a tout un
toute une éducation, un accompagnement à faire auprès des clients qui est très différente. Donc moi, pendant un temps, j'avais un petit peu laissé les particuliers de côté pour me consacrer aux professionnels, pour justement asseoir mes prix et dire, bah voilà, ça fonctionne comme ça. Et donc, j'ai vraiment... Et puis parce que ça demande une énergie différente aussi. Les particuliers, faut faire beaucoup de volume pour avoir un chiffre d'affaires correct. Donc, je me consacrais plus aux professionnels où j'essayais vraiment d'asseoir en fait mes tarifs, ma crédibilité auprès d'eux. Et maintenant, je suis revenue aux particuliers. Donc, ça s'est fait assez naturellement parce que ça me manquait finalement. Et finalement, c'est ça qui est rigolo, c'est souvent les particuliers qui me demandent les choses les plus créatives. Donc, je m'amuse beaucoup avec eux et c'est vraiment un échange que j'adore. Et donc, c'est pour ça que je continue de développer les deux activités, quoi. Non, c'est chouette. Bah après, souvent, c'est comme ça. Tu développes une casquette, tu te fais reconnaître avec un type de client en particulier. Ensuite, tu fais un deuxième. Bah, au début, c'est dur en plus de mettre ton énergie partout. Et ensuite, tu peux faire un bon mix des deux. Parce que de toute façon, t'as fait ton nom, t'as ton portefeuille, t'as les réseaux pour la visibilité à côté. Donc, c'est parti. On essaye de prendre un piocher un peu à droite, à gauche. C'est trop chouette. Toi, j'aurais pas cru que les particuliers étaient plus créatifs que les marques. Bah, il y a beaucoup. En plus, moi, je suis dans le secteur de la mode éthique côté influence. Donc, j'ai attiré beaucoup de marques de mode éthique au début. Alors, j'adore les marques de mode éthique, mais souvent, elles veulent des choses très épurées, très neutres, très classiques. Elles veulent, justement, c'est le principe de la mode responsable quand même, c'est de rester assez neutre. Et moi, j'ai quand même un univers très coloré, très pop. Donc, je fais toujours des marques de mode éthique, mais j'aime bien aussi avoir d'autres marques à côté. Évidemment, j'irai jamais travailler avec Shein, Zara et compagnie. Mais voilà, des marques qui sont un peu dans l'entre-deux. Je fais de l'esthétique avant de faire de l'éthique pure et dure dans la mode. Et c'est pour ça que je fais les Fashion Week. Et c'est pas forcément ce qu'il y a de plus éthique non plus. Donc c'est pas évident de travailler là-dessus et d'avoir ces petites incohérences en soi, parce qu'on aime la mode, mais on veut qu'elle soit responsable, on veut qu'elle soit colorée et fun, mais en même temps on veut que ce soit facile et responsable surtout, quoi, éthique. Donc j'ai trouvé ma place petit à petit avec mes valeurs et mon sens de l'esthétique. C'est ça qui est pas évident en fait. Et moi, de mon point de vue, ce qui t'a beaucoup aidé aussi à trouver ce positionnement un petit peu particulier, c'est de te mettre en scène toi et de faire surtout tes propres réseaux sociaux. Parce que c'est vrai que t'aurais pu faire un portfolio, engager des modèles et essayer de faire un portfolio qui représente ce que t'as dans la tête. Mais en fait, non, t'as la même démarche que moi là-dessus. Tu l'as fait toi-même avant même d'attendre que quelqu'un te commande ton projet de rêve. Et du coup, tu te mets beaucoup en scène aussi. T'as fait plein de shootings avec toi. Les autoportraits. Beaucoup, ouais. Et ça parle vraiment aux marques à chaque fois. On m'avait même dit que tu t'avais demandé comme modèle, alors que c'est toi la photographe, tu vois. Oui, c'est vrai que du coup, d'avoir ce côté-là. Et puis, ce que j'aime aussi dans le fait de savoir être modèle, même si je suis pas une modèle agence, je suis pas une modèle professionnelle, ça, je le réexplique à chaque fois aux marques quand on peut me solliciter. C'est vraiment un métier à part entière et les modèles le font très, très bien. Mais c'est vrai que du coup, d'avoir ce côté-là, de savoir comment poser, de savoir ce que c'est, d'avoir toutes les caméras sur soi, etc., me permet d'être beaucoup plus humaine et beaucoup plus dans l'empathie avec mes propres modèles. Donc j'aime bien aussi ce côté-là. Et puis le côté créatif, si j'ai une idée, que j'ai pas de modèle sous la main, bah je vais le mettre en scène pour moi. Et donc ça va permettre aux gens de se projeter sur des idées et derrière de me commander peut-être le même type de shooting que ce que j'ai réalisé pour moi en fait. C'est ça qui est rigolo. Et il y en a encore qui savent pas vraiment que j'ai cette double casquette, qui vont me voir côté Larox, mais qui ont pas compris que j'étais vraiment photographe. Donc j'essaye toujours de renvoyer un petit peu des deux côtés. C'est ça qui est rigolo aussi. Et du coup, sur la démarche que tu as sur les réseaux sociaux, on en avait discuté la première fois qu'on s'était appelé, tu as quand même une grosse partie vidéo. Oui. Alors ça, j'adore parce que la plupart des photographes diraient « Ah mais non, moi je suis photographe, la vidéo c'est niette ». Mais toi, tu t'en sers du coup beaucoup pour te mettre en scène, mais surtout pour montrer aussi les backstage. Exactement. C'est quoi un peu ton process sur les réseaux sociaux pour montrer ton métier de photographe justement, sur la Rockstyle ? Alors moi, depuis le tout début, j'ai toujours montré les backstage de tout ce que je faisais. Je suis très communicante, j'aime beaucoup montrer les backstage, le processus et pas que le résultat. Donc j'ai toujours beaucoup filmé ou pris des photos en backstage, etc. La vidéo, c'est vraiment un métier à part entière. Je suis pas vidéaste, donc je ne filme pas avec mon appareil photo. Je filme avec mon téléphone, je fais les petits backstage. S'il y a une équipe, je demande à ce qu'ils nous filment.
j'ai toujours un millier de backstage avant, pendant chaque shooting et derrière surexploitable, mais j'en ai trop en fait. Mais c'est pas grave, je préfère avoir beaucoup. Et du coup, je vais filmer tout le process, montrer au moment du maquillage la modèle, comment on prend photo, est-ce qu'on fait avec le flash, et après je peux raconter une histoire derrière et vraiment amener ma communauté à suivre du début, des fois même jusqu'à chercher les modèles avec ma communauté en disant je cherche une petite mamie pour un projet, est-ce que vous avez une jolie petite mamie dans votre entourage? Et en fait ça se crée ensemble et vraiment cette dynamique là elle est hyper intéressante et pour moi parce que ça rend mon métier encore plus fun et pour les gens qui me suivent parce que du coup ça leur donne envie d'avoir le résultat. En fait ils vont tellement tout suivre qu'à la fin ils me disent mais le shooting mamie ou le shooting dans la voiture vintage on l'a toujours pas vu, il est où? Donc comme ça, ils ont déjà cette attente-là, et derrière, j'ai plus qu'à monter ma petite vidéo et dire, bah voilà, on a fait ci, on a fait ça, et voilà le résultat. Et ça, je trouve que c'est assez fun à faire. Pour moi, c'est vraiment ton élément différenciant par rapport à d'autres photographes qui montrent uniquement le produit fini. Et moi, c'est la même chose avec les illustrateurs. Au final, j'aurais dit arrêtez de mettre uniquement les produits finis des illustrations. C'est ultra beau, c'est hyper intéressant, mais c'est ce qu'on voit sur Pinterest. Quand t'es sur Insta, quand t'es sur TikTok, toi, je crois que c'est TikTok, du coup, qui t'a vraiment appris à faire ça. C'est pas ce qu'on veut voir. Et du coup, oui, TikTok, tu t'y es mise, quoi, à manger, je pense, pendant le confinement aussi? Après, moi. J'ai été en retard sur TikTok, donc j'ai pas réussi à vraiment développer une grosse communauté. Par contre, j'ai tellement créé sur TikTok pendant un temps que ça m'a montré un peu les codes. Je me suis vraiment imprégnée des codes TikTok qui maintenant sont les codes Instagram. C'est-à-dire du storytelling, de la voix off, expliquer vraiment tous les backstage, etc. C'est vraiment quelque chose qui est propre à TikTok, ce côté un peu spontané mais quand même travaillé, qui fait que j'ai eu les codes au bon moment pour le poster sur Instagram. Et c'est sur Instagram que ça marche le mieux pour moi. Mais parce que je me suis intéressée à TikTok, j'ai eu d'autres clés. Et c'est pour ça que c'est hyper important pour moi de se diversifier même sur les réseaux, de pas hésiter à aller voir ailleurs et de pas se fermer. Parce que j'entends beaucoup de gens dire « Ah non, moi c'est bon, j'ai déjà que Instagram, j'ai ci, j'ai ça, j'ai pas envie d'aller voir ailleurs ». Allez tester ailleurs. C'est pas parce que vous allez pas réussir sur une plateforme que vous allez pas apprendre des choses qui peuvent être intéressantes pour la plateforme sur laquelle vous arrivez à être plus actif. Donc c'est pas évident d'être partout. J'ai La Roque, j'ai Roxane Delmeda, j'ai plein de réseaux, etc. Il y en a que je laisse un peu de côté, mais tout m'apporte quelque chose. Donc c'est ça qui est intéressant, je trouve. Ouais, totalement. Même sur... moi, j'avais envie de me mettre sur LinkedIn. Ouais, donc j'y suis, moi. Chose complètement différente où là, tu peux pas mettre des vidéos TikTok, tu vois. C'est pas du tout la même approche et faut que je regarde un petit peu, que j'aille gratter. C'est intéressant aussi. Je pense qu'au niveau... justement, on me demande souvent les légendes sur Insta. Qu'est-ce que j'écris? Ah là, c'est l'exercice LinkedIn en pur, qu'il faut effectivement creuser pour savoir qu'est-ce que je dis. Je peux plus utiliser mes images. Aussi bien toi que moi, on est très images, on est genre... Alors, comment et pourtant les images elles parlent aussi sur LinkedIn. Oui. Mais faut vraiment, pareil, c'est encore un autre narratif quoi. Faut encore raconter d'une manière différente une histoire et avoir toujours le petit côté pro. Mais en termes de réseautage, je trouve que c'est génial. On va se concentrer sur Instagram. Mais enfin, en tout cas pour moi, je trouve que c'est vraiment là que les échanges sont le plus facilités. Mais après, c'est bien de multiplier ces petites casquettes et puis d'être un peu partout. Ça permet d'être présent, et plus t'es présent, on se souvient de toi plus on se souvient de toi, et plus tu peux potentiellement décrocher des contrats, quoi. Donc c'est cool, c'est du travail, mais c'est très cool. Et c'est quoi ton approche d'Instagram? Pour toi, c'est quelque chose de fun ou c'est vraiment quelque chose de très stratégique pour pouvoir trouver des clients? Moi, j'ai les deux. Parce que du coup, comme j'ai la casquette Instagrammeuse, créatrice de contenu, j'ai le côté très authentique, je suis dans l'échange. Ma communauté, il y en a certaines surtout, qui sont là depuis mes tout débuts. Donc, on a un échange quotidien. Donc, j'ai ce côté un peu récréatif sur Instagram, où moi-même, je suis une grande consommatrice de contenu. Mais en même temps, de plus en plus stratégique, parce que je me rends bien compte que quand on pose un petit peu ses pions, il y a des choses qui se mettent en place et qu'il faut prendre un petit peu de recul et penser stratégie. Moi, de base, je suis pas très stratégie, je suis très spontanée. Et encore aujourd'hui, ma façon de créer, il faut qu'il y ait un peu de spontané, sinon j'y arrive pas. Si je me dis, je vais créer lundi, mardi, mercredi, je me fais un planning, moi, c'est pas la façon que j'ai de travailler et de réussir. Donc vraiment, chacun doit trouver sa façon à lui. Mais en tout cas, il faut quand même penser un petit peu stratégique quand on s'y met, parce que sinon, rien n'en sort vraiment. Totalement. Si on part dans tous les sens, on n'a pas vraiment de résultat. Donc il faut avoir ce côté-là.
mais garder de la spontanéité. C'est l'exercice qui est pas toujours évident. Bah, la spontanéité, c'est vraiment le côté créatif que l'on peut avoir. De toute façon, il faut que ça reste un petit peu fun. Après, il faut pas non plus trop se prendre la tête avec Insta, mais il y a une bonne balance à avoir entre à quel point j'y mets des efforts et à quel point je m'investis et je mets de la stratégie et où est-ce que je remets ma créativité dedans. C'est vraiment un boulot sur le long terme. J'imagine que tu as mis quand même plusieurs années avant de trouver un équilibre aussi sur les réseaux sociaux. Et je l'ai pas trouvé à 100%. Hein. Je pense que vraiment chacun... fait en fonction de soi. Moi, je suis quelqu'un de très impliqué, ça n'a pas changé, et très addict aux réseaux sociaux. Aussi. Donc, il faut réussir à se stopper de temps en temps pour que la créativité revienne. Mais en tout cas, l'équilibre que j'ai réussi à trouver, c'est vraiment de me dire, OK, je développe certains formats, toujours dans ce système de projet. J'ai tel projet, tel format, je le mets en place et d'être un peu structuré là-dessus me permet derrière d'être plus libre à côté. C'est-à-dire, je structure certaines choses et d'autres, je suis plus dans le quotidien, la spontanéité. Aujourd'hui, j'ai envie de parler de ça. Aujourd'hui, je me sens bien apprêtée, je peux parler face caméra. Mais j'évite d'être dans l'autre sens, c'est-à-dire de faire en sorte d'être bien apprêtée pour créer ma vidéo. C'est plus dans l'autre sens que je travaille. C'est-à-dire, si aujourd'hui, je me sens bien, allez go, je le fais. Je me force pas, en fait. Je l'ai fait à un moment donné et franchement, c'était pas cool. Ni pour moi, ni dans ma création de contenu, il y avait pas d'intérêt. Donc, c'est ma façon de faire. Après, chacun trouve la sienne. Hein. Mais je pense qu'il faut vraiment pas le voir comme une contrainte. Parce que si on arrive sur un réseau et qu'on se dit il faut, non. Tu te fais des tests, tu vois ce qui marche. Personne t'attend. Donc, si tu te trompes sur un truc, c'est pas très grave. On recommence, on réajuste et on poste, on n'hésite pas. Moi, je suis vraiment dans ce côté-là. On poste et puis on voit ce que ça donne. Et on réajuste derrière. On n'a pas peur. Moi, je le dis tout le temps, de toute façon, à mes élèves, je dis, de toute façon, si postez quelque chose, vous y avez passé déjà 2 heures. Postez-le. Voilà. Si au bout d'une semaine, vous aimez vraiment pas, vous l'effacez. Et puis, si ça passe, vous attendez 3 mois. Dans 3 mois, vous serez bien meilleur parce que vous aurez posté plein de contenu depuis ce temps-là. Et du coup, vous refaites la même chose. Vous le refaites, mais avec tout ce que vous aurez appris dans 3 mois. Et ce sera de bien meilleure qualité. Ah oui, c'est rien de définitif. Non. Tu peux recommencer le compte, tu peux tout effacer, tu peux archiver, les gens, de toute façon, ne s'en souviendront pas forcément. Il n'y a que nous qui le voyons, en fait. Exactement. Donc, amusez-vous là-dessus et tout en faisant les choses sérieusement, quoi. Exactement. Il y a juste un peu d'implication. Et tu penses que ton métier de photographe aujourd'hui serait vraiment très différent si tu n'avais pas du tout cette casquette influenceuse, enfin créatrice de contenu, j'aime pas dire influenceuse non plus, créatrice de contenu, et si tu n'étais pas passée par les réseaux sociaux? Ah oui, ce serait complètement différent et je pense que je serais même pas photographe en fait. Parce que c'est vraiment le fait de montrer mon travail qui a fait qu'au bout d'un moment, je me suis dit tiens, ça plaît, il y a quelque chose à en faire et je vais devenir photographe. Je pense que si j'avais pas eu cette vitrine-là, j'aurais pas su même comment approcher les marques, Je trouve qu'il y a un côté plus facile en fait où t'es un peu dans un petit échange avec quelqu'un et tu te dis tiens, ça peut aboutir à un contrat et derrière on va passer par mail et on va cadrer tout ça. Mais le côté un petit peu informel des échanges sur Instagram m'a permis de me rassurer en fait en me lançant. Et du coup, vraiment, moi, je pense que sans les réseaux, j'aurais jamais fait ce métier, en fait. Je me serais même pas dit, tiens, pourquoi pas? Alors que j'avais un appareil photo entre les mains depuis déjà pas mal d'années et que mon chéri me prenait en photo déjà depuis avant les réseaux sociaux, en fait. C'est quelque chose qui était là avant. Mais j'aurais pas su comment. Donc vraiment, les réseaux, je trouve que c'est l'opportunité idéale en tant que créatif pour faire connaître son travail et décrocher des clients, quoi. C'est juste génial. Ah, totalement. Moi, je suis absolument d'accord avec toi. Je me serais très mal vue aller démarcher mail par mail. Oui, bonjour, regardez mon portfolio. Ouais. Autant le faire, comme je disais tout à l'heure. Surtout, n'attendez pas qu'on vous donne votre projet de rêve. Faites-le. Exactement. Tu le fais en projet, mais tu le fais vraiment de façon très professionnelle, quoi. Aujourd'hui, toutes les personnes qui te contactent pour des projets, du coup, c'est uniquement via les réseaux sociaux. Il y a le bouche à oreille aussi. Tu m'as dit que tu avais pas mal développé ton réseau pour effectivement avoir le maximum de projets. Aujourd'hui, vraiment, je dirais 80 à 90% de ma clientèle, elle vient des réseaux sociaux. Soit ma communauté m'a recommandé auprès de quelqu'un qui cherche, c'est comme ça que je t'ai rencontré, que je t'ai connu. On m'a recommandé auprès de toi et on m'a recommandé ton profil dans ta recherche. Donc ça se fait énormément comme ça, en fait. Mais c'est vrai que aujourd'hui, je pense que
la plupart de mes clients viennent directement d'Instagram ou d'un autre réseau, Pinterest, enfin voilà. En tout cas, des réseaux sociaux, ça c'est une évidence. Et c'est vrai que je saurais pas faire. Moi, j'aurais plein de choses à apprendre de l'autre côté, c'est-à-dire décrocher des clients autrement que via les réseaux sociaux. C'est encore une autre façon d'étoffer son portefeuille, quoi. Totalement. Je trouve ça toujours fou, comme dans notre communauté, des fois, il y a des marques qui s'abonnent. Donc, on est là, dis donc, il y a cette marque et tout. Il y a peut-être un potentiel partenariat à faire. Mais des fois, c'est juste des salariés qui sont dans des boîtes, qui nous suivent. Et en fait, au bouche à oreille, ils nous recommandent. Moi, ça m'est arrivé aussi l'année dernière. J'ai bossé avec Haribo. Ah ouais. Et en fait, c'est une des salariées qui me suivait avec son compte perso d'une agence de com qui m'a recommandé au sein de l'agence et ils m'ont vendu aux clients. Et après, ils m'ont contacté seulement. Une fois qu'ils avaient vendu mon profil. Ah ouais. Parce qu'il y en avait une qui me suivait. Et j'ai entendu plein de fois ces histoires-là. Ouais. Du coup, tu peux vraiment, comme tu dis, pas savoir à qui tu t'adresses exactement. Il y en a, c'est marqué sur leur profil, mais il y en a pas du tout. Ouais. Et ça peut être hyper intéressant. J'ai entendu une histoire il y a pas très longtemps encore avec ça, où c'était la femme du patron de je sais plus quelle maison d'édition, quelle boîte, et qui du coup, forcément... c'est sur les tribulations de Marie qui a raconté ça dans un newsletter. Et du coup, un dossier est passé pour un projet parce que la femme du directeur la suivait sur Instagram. C'est génial. Incroyable. Et puis en plus, ils ont la sensation de nous connaître, donc ils nous recommandent vraiment comme un ami le ferait. C'est ça. Et c'est ça qui est incroyable. Moi, j'ai un de mes plus gros contrats des dernières années, c'est Fitbit, donc la marque de montres connectées. Et j'ai notamment photographié Marine L'Orphelin, une ancienne Miss France, et Denisa Ikonomova, une danseuse très connue de Danse avec les stars. Et en fait, le tout début, donc c'est une agence maintenant avec qui je travaille très régulièrement, pas que pour Fitbit, mais le tout début, moi je leur ai dit, mais comment vous m'avez trouvé? Parce que c'était au tout début de mon activité. Ouais. Je démarrais et ça faisait partie de mes premiers clients. Et elle me dit, en fait, je crois que c'est sur Facebook, on cherchait une photographe et quelqu'un nous a recommandé ton nom, mais je me rappelle plus qui. Donc je saurais jamais d'où ça vient, mais en tout cas c'est venu d'une recommandation à un moment donné via les réseaux sociaux. Donc j'imagine que si c'était sur Facebook, c'est parce qu'elle devait me connaître d'Instagram, parce que je suis pas très présente sur Facebook. Mmh. Et du coup ça s'est fait comme ça, on a recommandé mon nom, et ça c'est vraiment, je trouve, la magie des réseaux sociaux. Et c'est pour ça que des fois on a la sensation de faire beaucoup, de mettre beaucoup d'efforts et de pas avoir de résultats immédiats. Mais les gens regardent, les gens observent, les gens recommandent à un moment ou à un autre, et ça se fait tout seul. C'est pour ça qu'il faut quand même être très professionnel sur ces réseaux, avoir ce côté authentique, mais montrer ce qu'on sait faire, comment on sait le faire, et à quel point on est impliqué dans notre travail. Et c'est ce qui donne envie aux gens de nous recommander. Ils recommanderaient pas n'importe quel profil. Donc c'est qu'à un moment donné, ils disent « Ok, elle, je pense qu'elle est vraiment faite pour toi, c'est une bonne photographe ou c'est une bonne illustratrice ». Donc c'est vraiment la magie, moi je trouve, des réseaux sociaux que je trouve incroyable. Et en plus, il n'y a pas besoin d'avoir une communauté de 5 000, 10 000, 20 000 abonnés ou je ne sais quoi. Il suffit d'avoir la bonne commu. Moi je me dis tout le temps à mes élèves, si vous avez 500 abonnés, mais ces 500 personnes qui sont réellement intéressées dans votre travail, c'est peut-être pas eux qui vont acheter directement, mais effectivement, ils peuvent vous recommander. Peut-être que c'est des salariés d'une boîte qui vous intéressent. Peut-être que c'est des personnes qui, au bout d'un moment, achèteront. Si vous sortez une boutique en ligne, vous vendez, je sais pas, des prints, quelque chose comme ça. Mais ces 500 abonnés, c'est de l'or. Exactement. C'est 500 mails que tu n'auras pas besoin d'envoyer en démarchant un à un, quoi. Ouais, surtout quand on déteste faire ça. Moi, je peux pas. Vraiment. Donc, et moi, je le vois parce que du coup, j'ai mes 2 comptes. Et finalement, sur Roxane Delmeda, la Roxelle, des fois, j'ai les mêmes statistiques, en fait, alors que j'ai beaucoup moins d'abonnés sur mon compte photographe. Mais je vais pouvoir avoir la même visibilité, en fait, aussi bien en story que des fois sur des réels qui vont un petit peu popper, être un peu plus virales, etc. Donc finalement, c'est la communauté qu'on construit. Je suis contente d'avoir ma communauté Roxane Delmeda et ma communauté La Roxelle qui se rejoignent de temps en temps, mais pas toujours. Et donc d'un côté, je vais plus avoir les amoureux de la photographie ou qui ont envie de vraiment en savoir plus sur mon métier. Et de l'autre côté, plus le côté authentique, mode, etc. Donc ça se rejoint, mais en tout cas, je le constate bien que le nombre d'abonnés n'est pas toujours représentatif de sa clientèle, pas du tout, quoi. Faut pas avoir peur de se dire oui, mais c'est parce que j'ai que 500 abonnés ou 1000 abonnés que je n'y arrive pas. C'est complètement faux. Oui.
Parce qu'en plus, déjà, ça peut venir du jour au lendemain. Ça peut vraiment se décanter d'un coup. Et surtout, les gens viennent vous voir pour votre travail, pas pour votre nombre d'abonnés. On s'est un petit peu trop habitué à ça. Et vraiment, il faut prendre du recul là-dessus. Une marque, si elle vous trouve géniale, elle s'en fiche que vous ayez 1000, 2000 ou 100 000 abonnés, quoi. Enfin, moi, quelqu'un que je prends vraiment du plaisir à suivre, qui me raconte plein de choses, qui me montre, qui fait un petit effort, effectivement, dans l'esthétisme. On est quand même dans des métiers créatifs. Moi, c'est ce que je dis à mes élèves. Il y a quand même un minimum à faire dans le visuel, c'est normal, c'est ce qu'on attend de nous. Mais si tu montres des choses, que tu arrives à m'intéresser, je m'en fiche que tu aies 200 ou 500 abonnés. Si tu m'intéresses et que je prends du plaisir, je vais te contacter, je vais partager. Une fois qu'on est abonné à la personne, on oublie le nombre d'abonnés qu'elle a, en fait. Totalement. Donc, en fait, on fait pas attention, on va pas regarder son compte toutes les 2 minutes pour savoir. T'imagines les 2000 comptes que je suis, si je devais regarder à chaque fois, laisse tomber. Non. Et on a parlé d'un sujet aussi hier pendant le tournage qui, je trouvais, était hyper intéressant. Ton approche était très intéressante et je voulais du coup en parler un petit peu là aussi. C'est ton approche avec les clients. Déjà, le service client, tu me parlais d'être très professionnel, mais aussi au niveau des prix. Donc toi, aujourd'hui, avec le recul que tu as, le fait effectivement d'avoir ce portfolio, cette vitrine sur les réseaux sociaux, ça permet un peu aussi d'asseoir ton expertise, de montrer ce que tu sais faire, mais surtout de ne pas prendre n'importe quel client à n'importe quel prix. Donc ça, tu as une approche dessus qui était, je trouvais, hyper intéressante. Comment tu expliques aux clients, et c'est quoi en gros le prix minimum sur lequel tu prends pas de clients, et comment tu lui expliques, parce que c'est ultra dur aussi de dire aux clients, écoutez, enfin, c'est bien mignon, mais je vais pas vous prendre un shooting à 100 €, quoi. Non. Et c'est difficile parce que quand on est freelance, on est souvent un petit peu dévalorisé assez rapidement par les clients quand même. Il faut quand même l'avoir en tête. C'est que assez facilement, ils vont se dire, elle ou il est freelance, ce sera pas cher. On a quand même cette étiquette-là parce que beaucoup de freelance baissent leur prix. Donc c'est aussi à nous, tous, de se serrer les coudes et de dire, on va y arriver ensemble, mais il faut garder quand même un minimum, quoi. C'est-à-dire que moi, ça a été difficile au tout début. Au début, évidemment, on commence tous pareil. On fait, moi justement, les projets. C'était des projets. Donc, c'était mon projet, le roman photo. Donc, je faisais moins cher au début. Je disais, moi, tout ce que je veux, c'est être rentable sur le projet. Donc, pas de souci, j'embarque des marques. Par contre, c'est pas un lookbook. Vous avez pas vraiment votre mot à dire dessus. C'est mon projet. Vous payez quand même votre participation. Mais derrière, voilà, on verra. Et donc, après, il a fallu leur expliquer mes tarifs. Une fois qu'ils voulaient faire appel à moi, il fallait quand même que je leur explique que, il y a tout un travail derrière. Je ne viens pas juste cliquer sur un bouton. C'est que, avant ça, on pense la direction artistique, on trouve les modèles, on fait le mood board, on pense les lieux. Enfin, en fait, un shooting, j'ai l'habitude de dire que c'est minimum 4-5 jours de travail. En fait, même si t'es là qu'une demi-journée, même si t'es là 2 heures, même si t'es là qu'une heure, souvent, c'est 4 à 5 jours de travail plein, parce qu'il y a beaucoup d'échanges et que avant de tout mettre en place, il faut construire en fait le shooting. C'est pas si évident que ça, et il y a beaucoup de marques en plus qui n'ont peut-être jamais fait. Donc il y a un accompagnement plus qui est indispensable pour moi. Et ça, je l'explique. Et souvent, quand les marques ont les plus petits budgets, c'est là où elles nous demandent le plus d'énergie. Donc il faut savoir quand même se mettre des limites. Et moi, par exemple, un shooting professionnel, en dessous de 1 500 €, c'est difficile. Je peux être à 1 000 € au plus bas et vraiment avec un système de devis en tiroir où ça va être le minimum du minimum. Et j'essaye d'agencer tout ça pour que ce soit quand même qualitatif derrière. Oui. Moi, je vais dire 1 500 €. Pour moi, en dessous de 1 500 €, un shooting professionnel pour une marque avec les droits, parce que aussi on a des droits d'auteur, des droits d'utilisation. C'est compliqué de faire moins. Après, chacun fait comme il pense bon au moment où il le fait. Mais moi, c'est vraiment ce que je conseille et c'est ce que j'explique aux marques. Parce que derrière, il y a tout un accompagnement du début, donc de l'analyse du besoin, au moment du shooting, à l'après, parce qu'il y a aussi toute la post-production, la sélection des photos, j'envoie les photos dans les temps, etc. Enfin, il y a vraiment tout un processus. Si j'ai 10 clients
en même temps. Je peux pas être aussi réactive que si j'en ai un bon pendant 15 jours et après j'en reprends un deuxième. Enfin, voilà, c'est vraiment un rythme à trouver qui est important et je suis vraiment là pour le client du début à la fin et je l'abandonne pas au milieu. Alors que je pense que quand on a beaucoup de clients à petit prix, en fait on s'éparpille, on se fatigue, on se ruine la santé. Parce que vraiment en tant que photographe, notre dos prend cher. Donc on peut pas être partout à la fois et se disperser. Moi je trouve que c'est hyper important d'être structuré et d'avoir cet accompagnement premium comme on le disait hier et de pas lâcher au niveau des prix. Même quand on a des périodes creuses où c'est difficile et qu'on se dit bon là quand même je prendrais bien. Non, moi je le fais plus. Après au début je vais pas dire le contraire. Bien sûr quand on démarre il faut avoir des premiers clients, des trucs qui rentrent dans le portfolio. Mais on fait pas des shootings en dessous de 500 €, c'est pas possible pour moi. Enfin vraiment moi quand je vois ça me surtout des gens qui sont hyper talentueux et je me dis mais c'est tellement dommage pour eux, ils arriveront jamais. Parce qu'en fait si tu fais des trop petits prix, tu n'arrives pas à décrocher ton client idéal, c'est impossible. Parce que du coup tu vas t'épuiser avec plein de petits clients qui vont savoir que tu fais pas des prix très élevés et qui vont t'essorer en fait. Tu seras épuisé pour rien, t'auras pas réussi à monter ton business comme il le faut, pour moi c'est impossible. Quelqu'un sur du long terme qui reste sur des mini prix, si en plus il est talentueux, il va juste s'épuiser et se dégoûter de son métier, quoi. Totalement. Moi, je le vois de plus en plus avec l'expérience, avec le recul, que je préfère avoir moins de clients, mais faire vraiment valoir mon expertise. Après, on est là pour ça. C'est pour ça qu'on nous contacte, nous, en plus, en particulier. Et de l'accompagner de A à Z, de prendre le temps, de vraiment refaire le brief avec lui. Bah, moi, en illustration, c'est ça. Je revois le brief, je vois ce qui est possible, parce que la plupart du temps, ils ont jamais bossé avec un illustrateur. Du coup, je lui dis, bah voilà, on peut faire ci, on peut faire ça. Je lui explique mon process. Et généralement, ils sont trop contents, quoi. Et alors que, effectivement, quand je prenais 15 clients, je l'ai fait aussi. Bah, non. Je disais, c'est quoi vos inspirations? Je vous fais un croquis, on valide, je vous fais, j'envoie, terminé, bye bye. Et du coup, c'est en plus pas des clients qui reviennent. Non. Bah, ils sont frustrés, nous aussi, et en fait, ça n'avance pas, quoi. Exactement. Le service client, c'est vraiment le plus important, surtout quand tu prends effectivement de l'expérience et que tu veux augmenter tes prix, quoi. Ouais, carrément. Moi, je pense aussi qu'il y a une corrélation entre la visibilité, la vitrine que tu peux construire sur les réseaux sociaux en tant que photographe ou même n'importe quel créatif de l'image et les prix aussi que tu peux donner derrière. Enfin, moi, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, les gens viennent me chercher parce que je suis Aurore Bay, parce qu'ils veulent du Aurore Bay en particulier. Moi, j'en profite j'en ai profité pour augmenter un petit peu mes prix, effectivement. J'imagine que c'est la même chose pour toi. Bah, complètement, ouais. Et puis, il y en a qui, par exemple, vont monter leur business et vont systématiquement penser à moi, surtout dans le secteur de la mode, qui me suivent depuis des années et qui vont se dire bah c'est avec Roxane et personne d'autre et qui vont me le dire directement. Donc j'en abuse pas non plus, c'est-à-dire que je vais pas augmenter mes prix pour augmenter mes prix. Par contre effectivement c'est toujours flatteur aussi pour soi, pour son ego et pour tout le travail qu'on a accompli jusqu'à maintenant. Et c'est vrai que ça m'a aidée et ça m'aide encore aujourd'hui et ça me permet d'asseoir ma crédibilité, de confirmer mes prix et de me dire ok, maintenant je suis experte dans mon métier, je suis plus débutante dans mon métier. Et c'est vrai que moi ça fait 3 ans maintenant la photographie, mais comme je le disais 7 ans que je construis mon business et que je network et que voilà je fais énormément de choses, donc j'ai aussi un réseau qui s'est étalé et donc maintenant je place mes pions, mais je suis plus dans la recherche de comment dire, pas de crédibilité, mais de... Recherche de crédibilité, la recherche de... De validation. De validation, voilà, je suis plus dans la recherche de validation, mais plus, aujourd'hui, je veux avancer et avec des bons partenaires. Et je choisis mes clients parce que je sais l'énergie que j'y mets. Et on parle beaucoup de santé mentale, mais quand on est à son compte, il y a une charge mentale qui est permanente. Donc autant travailler avec des gens avec qui on a le plaisir de travailler et pas s'imposer des gens qui vont nous fatiguer. Donc prix ou pas prix, hein, moi-même si on me paye très très bien, si c'est une marque que je le sens pas, je préfère ne pas y aller. Donc après ça c'est un privilège qu'on a une fois qu'on a mis en place son business et que voilà on peut choisir. Mais en tout cas si on peut le faire, il faut vraiment le faire de manière en son âme et conscience et de manière à réussir à pérenniser son activité aussi bien financièrement que pour sa santé tout simplement en fait. Totalement. Moi je trouve ça toujours impressionnant. Là sur la plupart des professeurs pour Créatonique, on est
tous à peu près réussi à s'en sortir au bout de 2 ans, 2-3 ans. C'est ultra rapide. On a vraiment une chance aujourd'hui. Moi, je suis vraiment du côté réseaux sociaux. Tout le monde ne l'est pas, bien sûr, mais d'aller ultra vite et de pouvoir pérenniser une activité, faire attention à sa santé mentale, choisir ses projets selon ses critères et ses envies en moins de 3 ans. Je trouve qu'on a vraiment une chance là-dessus. Donc autant la prendre et y aller à fond et de pouvoir créer. Parce que j'imagine que même si demain, maintenant que tu as des réseaux et tout, tu as envie de changer de spécialité, de devenir, je sais pas, photographe de mariage. Bah tu peux. Je peux, Non, c'est vrai. T'as pas besoin de recommencer de zéro parce que t'as déjà une communauté qui te connaît en tant que photographe. Bon, peut-être que si tu veux devenir pâtissière ou éleveuse de canins. Peut-être qu'ils me suivraient. Je pense qu'on peut trouver vraiment de tout dans une communauté. C'est vrai. Tous les intérêts. Mais oui, effectivement, il faudrait repartir sur de nouvelles bases. Oui, mais t'as déjà les compétences pour pouvoir remonter une communauté, la visibilité. C'est des compétences additionnelles qui ne font pas partie de base du métier de photographe, que tu as développé à côté, qui vont te permettre de développer n'importe quoi jusqu'au bout de ta carrière, jusqu'à notre retraite qui est dans très longtemps. N'y pensons pas. Mais c'est vrai que ça aide énormément d'avoir déjà ces outils-là et je pense qu'en plus du moment qu'on a compris un petit peu les enjeux du digital, on peut même évoluer dans ce milieu-là directement. C'est-à-dire que dans la communication digitale d'une manière générale, il y a de la place pour tout le monde. Souvent, on se dit c'est bouché, etc. Moi, je me dis si demain, je sais pas, je peux plus être photographe, on sait jamais ce qui peut arriver, j'aurais quand même toutes ces compétences-là que j'ai développées depuis longtemps et j'ai été dedans et j'ai vu de l'extérieur. Donc, je pense que vraiment, je pourrais même repartir là-dedans, quoi. On pourrait être community manager pour des marques. Exactement. Sans aucun problème. C'est ça, vraiment. Bah écoute, merci beaucoup, c'était hyper intéressant comme échange. J'ai beaucoup apprécié pouvoir en connaître un peu plus ton parcours, en savoir un petit peu plus sur toi. Du coup, si vous voulez aller suivre Roxane, je vous mets ces 2 comptes Instagram, Roxane de Almeida et La Rockstyle, juste en dessous dans la légende. N'hésitez pas à aller voir, jeter un coup d'œil et vous abonner. Vous avez aussi le lien vers la page de prévente de sa formation qui est juste en dessous. Et n'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne YouTube si vous voulez voir beaucoup plus d'interviews. Il y en a plus qui arrivent, d'interviews de créatifs. Et on se retrouve très bientôt. Merci Roxane. Merci à toi. Salut. Ciao.